Ce conseil municipal. Donc, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'aux nombreux publics ici présents dans la salle. Et à tous ceux... Un, deux, c'est mieux là? C'est pas mieux? Et là, c'est mieux? Ben, on n'entend plus. Et là? Là, est-ce que c'est mieux? Et là, c'est mieux? Bah, c'est jamais mieux, en fait. Bah, moi, je veux bien parler avec ma grosse voix, hein. C'est pas... Ah non, mais non, pour l'enregistrement... Non, mais l'enregistrement, c'est... Bah, je sais pas, moi. Oui, mais ça marche pas. Bon, bah, écoutez... Non, mais c'est vraiment désagréable ou pas? Est-ce qu'il n'y a que ton micro? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est le... Ah, non, non, Là? non, non, c'est pareil. Allô? Oui, non. Ça a l'air d'être moins... Non, C'est pareil? Ah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ouais, ça résonne Pareil. hein. Ça va être nul. Là, est-ce que vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas. Et là? C'est bon? Et là? 1, 2, 1, 2. C'est mieux? C'est juste dans la salle. Bon, écoutez, on va continuer comme ça. Il faudra qu'on se mette des décodeurs stéréo dans les oreilles. Et puis voilà. Donc, je disais, je souhaitais la bienvenue le public a doublé pendant ce laps de temps. Donc, et à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, et apparemment, le son sur Facebook est meilleur que dans la salle. Donc, ça devrait le faire. Comment? Voilà. Donc, on va commencer par l'appel des conseillers. Donc, François de Laujardière, il est présent. Cécile Mariadec. Présent. Paul Brunet, il a donné pouvoir à Pascal Monnier. Marie-Christine Curodo. Pascal Monnier. Brigitte Doucet. Jean-Luc Bihan. Valérie Lallemand a donné pouvoir à Brigitte Doucet. Philippe Berthoud. Patrick Gavouillère. Monique Serrault. Patricia Théier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud. Alain Lecause. Sylvia Brizard. Thibaut Goupil. Adélaïde Fourage. Thomas Lecam. Il a donné un pouvoir. Thomas Lecam, voilà. Jackie Plénaud. Ok. Virginie Merlet. Mathilde Kerfourne a donné pouvoir à Cécile Mariadec. Jean-Michel Moussu. Christian Dréan. Emmanuel Labarre. Mélodie Fournier. Anne Pérez. Christelle Delrue a donné pouvoir à Christian Dréan. Jean-Luc Michonneau. Françoise Paquet. Écoutez, c'est parfait. Donc, Cécile Mariadec s'est proposée pour être la secrétaire de séance de ce conseil. Avant d'aller un peu plus en avant, donc j'ai demandé à Thibaut Goupil qu'il nous fasse un petit retour sur le clean-up day de samedi. Et je tiens dès à présent à remercier tout le monde qui a participé. Donc j'espère que l'année prochaine, la participation sera encore plus grande. Et Thibaut donc, va nous faire un compte-rendu un petit peu de ce qui s'est passé. Donc je remercie les élus. Hop, ça va être mieux comme ça? Ça va aller là? Vous m'entendez? Donc je remercie aussi les élus qui étaient présents samedi matin et tous les pèlerinais qui se sont joints à nous. Nous étions une trentaine de personnes, une vingtaine d'adultes et une dizaine d'enfants. Nous sommes partis de la Cochère et nous avions ciblé comme parcours de partir le grand chemin vers le Pré des Buzeaux, donc via la Ville-Auvet ou via les Dodinières. Donc nous avons ramassé 92,3 kg
de déchets, donc principalement des canettes, des bouteilles en verre, du plastique, donc sous un soleil radieux, donc qui a permis de ne pas être mouillé, de passer une matinée assez agréable. Et dans l'après-midi, nous étions conviés par l'association Les Hirondelles du Pays de Retz à faire le bilan de la collecte de tout le Pays de Retz. Donc nous avons représenté le pèlerin, puisque nous avons honoré cette invitation. Et sur le Pays de Retz, ils ont collecté à samedi soir, 19h, c'était à peu près 900 kg de déchets. Et 4500, je crois, de mémoire mégots de cigarettes. Et du coup, nous avons été félicités par les hirondelles du Pays de Retz par une petite photo avec voilà, le pèlerin. Donc toutes les communes du Pays de Retz étaient conviées, étaient présentes. Du coup, la mairie de Saint-Brévin, de Saint-Michel-Cheftev qui est invitée, et la mairie de Saint-Brévin. Très bien, merci Thibaut pour cette présentation. On va passer donc à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Je vais maintenant vous citer l'ordre du jour de ce conseil. Donc on débutera par le compte-rendu des décisions prises par le maire. Ensuite, un volet finances et ressources humaines. Le premier point concernera le groupement de commandes fourniture acheminement d'électricité et de gaz et de services associés. Après, le fonds de concours 2022. Une décision modificative du budget primitif. La modification du tableau des effectifs en création de postes. Après, en vue des assemblées, la nomination d'un correspondant incendie et secours. En urbanisme, la dénomination d'une voie nouvelle. Au rayon de Nantes Métropole, donc le rapport annuel 2021 de la métropole, le rapport annuel 2021 de Nantes Métropole Aménagement. Avant les questions diverses, il y aura donc le rapport annuel de Nantes Métropole sur l'eau, le rapport de Nantes Métropole sur la prévention et la gestion des déchets, et le rapport d'activité de la CEMITAN. Et après, donc, bien évidemment, les questions des minorités. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, les comptes rendus des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Donc, il y en a 3. La première, c'est la décision du maire numéro 14 pour une passation de convention d'occupation d'un jardin familial à titre précaire et révocable pour le centre hospitalier Georges Demaison. Donc, c'est un jardin qui a été attribué, donc, comme tout à chacun, et pour un montant de 50 € comme tout à chacun également. La deuxième décision, c'est la fixation des tarifs pour la vente de livres organisés par l'Espace Jeune en partenariat avec la médiathèque. Donc là, c'est une vente qui s'est déroulée au mois de juin 2022 et qui a servi principalement à un petit peu alimenter lors des séjours estivaux, d'agrémenter donc ces séjours estivaux. Il y a eu deux actions qui ont été faites. La première, effectivement, je viens de vous le dire, c'est la vente des livres. Et il y en a eu une seconde également, c'était à la fête de la musique, où ils ont fait des sandwichs, tout simplement. Donc j'avais dit en commission, j'avais dit que je vous donnerais une ordre d'idée pour savoir combien ils allaient récupérer. Et en fait, ils ont récupéré en tout et pour tout 417 €, donc qui a servi dans leur périple. Et après la troisième, ça concerne la fixation des tarifs des services municipaux, périscolaires et de restauration scolaire. Donc là, c'est au vu de la conjoncture actuelle, donc tout le monde est au courant de l'inflation des prix et des matières premières. Donc il est décidé d'augmenter les tarifs de restauration scolaire. Pour information, donc la ville répercute que 50% du surcoût facturé par son prestataire.
Y a-t-il des questions sur ces 3 décisions? Oui, monsieur Dréan. Sur la dernière décision, Oui. nous avions été informés avant l'été qu'il y aurait une hausse de 5 à 7%. Seulement, nous avons découvert qu'à la dernière commission, au mois de septembre, qu'il y avait une fusion des tarifs des maternelles et des primaires. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de garder les 2 grilles de tarifs et de répartir les hausses sur chacun, ce qui aurait fait une hausse moins brutale pour les maternelles? En fait, le coût, j'avais expliqué à la commission que le coût des tarifs pour les maternelles était plus élevé parce qu'il y avait plus de garde personnel. Et comme les tarifs des agents sont aussi augmentés, on a choisi de répercuter répercuter la hausse qui correspondait à chacun. C'était juste dans la continuité de ce qu'on avait dit en commission. On avait trouvé ça un peu violent pour eux. Oui, madame Paquet. Vous m'entendez là? Oui. Juste pour compléter cette question, est-ce que vous pouvez nous indiquer au global en euros combien ça coûte à la ville de plus cette augmentation, puisque c'est 50%, on en déduira le coût réparti sur les familles. On a du mal à comprendre, mais la question, c'est de savoir, en pourcentage, on a compris. C'est le coût, ça fait en euros de l'augmentation. Voilà. Ouais, c'est ça. On ne l'a pas, ça, le coût en euros. Bon, on le redonnera. Je le redonnerai à la prochaine commission. S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer aux délibérations suivantes. Donc la première concerne le groupement de commandes fourniture et acheminement d'électricité, de gaz et de services associés, le lancement d'appels d'offres ouverts pour la conclusion d'accords cadres. Donc les marchés actuels de gaz et d'électricité de la ville se terminent respectivement le 31/12/2023 et le 31/12/2024. Donc une délibération cadre de 2017 autorisait le groupement de commandes avec Nantes Métropole. Cependant, une nouvelle délibération cadre doit être prise pour actualiser les chiffres des consommations et des budgets prévisionnels afin d'avoir des informations plus justes et sincères. Cette anticipation de la mise en place des marchés de gaz et d'électricité pour 2024 et 2025 permet d'avoir le temps nécessaire pour saisir les opportunités d'accéder à de meilleurs tarifs pour l'ensemble des membres du groupement. Alors, donc concernant le marché de gaz, donc je me répète, mais il se termine donc le 31 décembre 2023 et les tarifs sont bloqués jusqu'à la fin du marché. Concernant le marché électricité, il se termine le 31 décembre 2024 et les prix sont sécurisés jusqu'à la fin du marché. Ce qui signifie qu'il devrait évoluer, donc j'en parlerai tout à l'heure, mais pas exploser. En effet, par anticipation de l'évolution défavorable du prix de l'électricité, un volume très important d'électricité a été acheté dans le cadre de ce marché, permettant même à terme une revente d'un surplus très probable dans des conditions financières avantageuses. Donc en fait, là, je dirais, la métropole a joué et a gagné, j'ai envie de dire, puisque les volumes qui ont été bloqués pour 2023 et 2024, donc le mégawattheure pour 2023 est à 330 € et 223 € pour 2024, alors qu'actuellement donc il se négocie à 1000 €. Voilà. Donc c'est pas mal. Et comme la métropole va peut-être boursicoter un petit peu, donc comme on aura un excédent de volume, donc ils pourront éventuellement donc revendre ce delta, ce qui fera un petit peu d'argent. Ah bah ça, certainement. Ouais, c'est comme ça. Donc on peut considérer, vu le contexte extrêmement défavorable, que l'évolution du prix actuel de l'électricité, que le tarif est quasi bloqué et que l'évolution restera supportable.
La délibération cadre de 2017 étant aujourd'hui obsolète au niveau de l'estimation de consommation, afin d'éviter tout risque juridique à venir, insincérité de cette délibération au vu de la consommation actuelle, et afin de pouvoir se positionner dans de meilleures conditions sur un marché très tendu, il a été décidé de demander aux communes une nouvelle délibération cadre. C'est ce qu'on regarde ce soir. Donc pour ce qui concerne l'électricité, les besoins propres de la commune du Pèlerin représentent un volume annuel de 351 MW, donc ça c'est la base 2021, soit un montant annuel estimatif de 101 500 €, prix moyen 2022, donc plus 15%. Pour ce qui concerne le gaz, les besoins propres de la commune représentent un volume annuel de 1185 MW, donc c'est la base 2021, soit un montant annuel estimatif de 75 000 € TTC, qui est le prix moyen 2022, plus 15%. Afin d'intégrer les enjeux de la transition énergétique dans l'acte d'achat, l'accord cadre offrira la possibilité à chacun des membres du groupement d'acheter de l'électricité et ou du gaz d'origine renouvelable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette délibération cadre. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Écoutez, s'il n'y en a pas... Ah, allez-y, monsieur. Madame Pérez. Non, il faut appuyer oui, là on voit ça là. Il faut appuyer assez longuement sur le... Voilà, et après le petit bouton gris. C'est bon. Ça y est. En commission, vous nous aviez indiqué que vous organiseriez une commission développement durable dans laquelle on discuterait un plan de sobriété énergétique. Alors, discuter où il nous serait présenté, je ne me souviens pas. L'avez-vous planifié? Alors, je ne l'ai pas planifié, mais ça se précise, puisqu'en fait j'étais à la réunion des maires de vendredi dernier, et en fait ça a été évoqué, et tous les maires des 24 communes sont d'accord pour qu'il y ait quelque chose de commun, plus ou moins donc de commun à l'ensemble des villes de la métropole, tout en sachant que c'est pas parce que, comment on va dire, à Nantes, dans les gymnases c'est 15 degrés, qu'au Pèlerin ça sera 15 degrés. On pourra mettre 16, 17, 22, 23. Voilà. C'est ce que je veux dire, ça va être des préconisations. Et bien entendu, comme je l'ai dit à la commission, donc on fera une commission ad hoc, vous serez donc conviés pour qu'on puisse échanger là-dessus et regarder la meilleure chose à faire dans tous nos bâtiments communaux. Voilà. Avant l'hiver? Je prends ça sur le ton de l'humour, Madame Pérez. Un peu, mais bon. Merci. Monsieur Gabouillère. J'ai une question qui me vient parce que je suis le représentant de la commune à l'EHPAD, à la résidence Simon Rajard, et nous avons eu notre conseil d'administration la semaine dernière, et on a abordé le problème qu'allait poser l'augmentation du coût des fluides, des énergies, dans le compte d'exploitation, c'est-à-dire que ça va faire s'écrouler le compte d'exploitation de l'EHPAD. Hein. Si on passe de 25 000 à 100 000 ou 150 000 pour le gaz, je ne sais pas comment ça va tenir. Donc, suggestion, serait-il possible que si notre métropole a des excédents, ces excédents soient dirigés au prix de leur coût d'acquisition vers des établissements d'intérêt général. Voilà. Comme l'EHPAD du Pèlerin, je pense que ce sera le cas de l'EHPAD de Saint-Jean, ce sera le cas de toutes les institutions de ce genre, et puis il y en a d'autres de nature différente. Oui, je prends et je poserai la question et je vous rendrai compte. Mais oui, c'est... Pourquoi pas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Labarre. Oui, c'est peut-être un peu pour répondre à monsieur Gabouillard. Notre métropole est a priori pas fournisseur d'énergie. C'est pas son rôle, donc je ne sais pas s'ils peuvent flécher comme ça. Moi, j'interviendrai, alors, en complément de ce qu'a dit Anne, c'est vrai que c'est super important, un certain nombre de mois, voire d'années, qu'on insiste sur le fait qu'il faudrait un plan de rénovation des bâtiments. Excusez-moi, je savais que c'est super intéressant. Bon, le soleil, c'est très bien pour de l'énergie.
Voilà, donc au-delà de ce que fait la métropole, c'est important que le pèlerin se définisse sa stratégie d'économie, de sobriété et aussi de production d'énergie. Maintenant, moi j'interviens surtout sur le fait de ce que vous avez dit, sur l'aspect boursicotage. Je suis très mal à l'aise avec les termes que vous avez employés. C'est pas le pèlerin, vous parlez de la métropole. Chaque fois que les métropoles, les communes jouent sur les marchés, on a vu ce que ça faisait avec les taux d'intérêt il y a quelques années, avec des choses qui s'envolaient, etc. Là, je pense que la métropole, comme à toutes les collectivités, devrait justement se battre pour éviter ce système actuel de spéculation et d'offres électriques qui amène à des situations telles que ce que M. Gavouillère évoque pour l'EHPAD, mais qui va nous arriver aussi à nous en tant que citoyens, tout d'un coup avec des coûts qui vont s'envoler, on ne va plus rien maîtriser, il y a quelques structures qui vont faire la culbute. Et que la métropole, hop, se dise, tiens, je vais pouvoir revendre et puis me faire la cerise, je l'ai acheté 200, je vais pouvoir le vendre 1000 euros du mégawattheure, je trouve ça scandaleux, même que d'y penser. Même qu'un agent, parce que ça ne doit pas être un élu, qu'un agent puisse le penser et puisse le formuler, je trouve ça honteux. Vraiment honteux. Très bien, je prépare de votre intervention. Oui, Monsieur Lecause. Oui, en complément, justement, on évoquait ça avec Monsieur le maire. J'ai commencé à faire une analyse de ce qu'on produisait en termes d'électricité verte sur le territoire. C'est vrai que j'avais aucune idée. Aujourd'hui, ces données, on peut les trouver en open data. Et j'ai pas fini mon étude. Mais déjà, ce qui est, hélas, pour notre territoire, bon, on n'a pas d'éoliennes. C'est peut-être bien, c'est peut-être moins bien. On n'a que des panneaux photovoltaïques. Il n'y a uniquement que 45 foyers qui ont des panneaux photovoltaïques. Il n'y a même pas d'entreprise, il n'y a même pas d'agriculteurs. Et ça représente 0,6% de la consommation annuelle de l'ensemble des sites raccordés au réseau électrique sur le territoire du Pèlerin. Donc c'est vrai que la production locale, c'est vrai que ça pourrait être favorisé, hein, mais bon, je ne savais pas, hein, mais en faisant cette étude, cette analyse, hein, on a peu de panneaux photovoltaïques qui produisent sur le territoire. Voilà. Donc après, en termes d'encouragement, c'est vrai qu'avec le nouveau CTM, il y aura des panneaux photovoltaïques. Souvent, des agriculteurs mettent sur leur toit des panneaux photovoltaïques. Là, ce n'est pas le cas. Donc il y a peut-être aussi à encourager la production d'énergie verte. Voilà. En tout cas, voilà le constat. Et juste, voilà, ça je pourrais en reparler, mais il y a 24% de production, enfin de consommation liée aux entreprises, hein, sur le territoire du Pèlerin. Voilà. Donc 24%, le reste c'est résidentiel, 24% c'est le port autonome, c'est toutes les entreprises qu'il y a, dont la collectivité du Pèlerin. Et sur le gaz, je suis en train de faire l'étude, voilà. Mais ça pourrait être l'occasion d'échanger un autre conseil municipal. Alors, je vais juste faire un petit, enfin je vais rebondir. Alors les agriculteurs, il y en a qui le font, hein, c'est pour citer les noms, mais la ferme qui est qui est route des Masses, où en fait ils vont créer 2 bâtiments, une stabulation et puis un hangar à fourrage. Et sur ces bâtiments, donc, il y aura je ne sais plus combien de panneaux photovoltaïques. Et pour la petite histoire, il a fallu se battre pour qu'ils aient droit de mettre ça. Parce que le Conservatoire du Littoral et puis la DTTM ne souhaitaient pas, parce que ça allait nuire au paysage. Il ne fallait pas que ça soit visible de la route. Il faut que les panneaux solaires soient noirs, sans interstice. C'est un truc de fou. Donc on a quand même réussi et ils vont pouvoir installer leurs panneaux solaires. C'est bon. Écoutez, on va passer au vote. Le conseil municipal est invité à autoriser Nantes Métropole, coordonnateur du groupement de commandes relatif à la fourniture
et à l'acheminement d'électricité, de gaz et des services associés, à signer pour le compte de la commune du Pèlerin les accords cadres correspondants, ainsi que les marchés subséquents faisant suite aux accords cadres. Autoriser Monsieur le maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, c'est le fonds de concours 2022, donc la convention annuelle. Donc, comme son nom l'indique, qui revient tous les ans à peu près au même moment. Et donc, pour nous, le fonds de concours, c'est uniquement l'entretien du site du canal de la Martinière. Donc, pour l'année 2022, donc, la commune a fourni à la métropole, au titre de l'année 2021, c'est toujours avec un an N-1, un montant de dépenses éligibles au fonds de concours de Nantes Métropole de 22 070,81 €. Selon les nouvelles modalités d'attribution des fonds de concours en fonctionnement, Nantes Métropole alloue un fonds de concours à hauteur de 40%. L'année dernière, c'était 50%. Des dépenses éligibles, soit 8 825 € à la commune en 2022. Voilà ce qu'on va recevoir de la métropole. Maintenant, quels sont les travaux qui ont été faits sur le canal de la Martinière? Donc c'est l'entretien par le personnel communal. Donc là, on compte les heures passées. L'entretien et l'abattage d'arbres. Donc je dis bien entretien, abattage et replantation des arbres également. Donc ça, c'est une entreprise qui l'a fait. Et après, l'achat de différents matériels. Voilà. Pour être tout à fait clair également, le fait de descendre de 50 à 40%, c'était un souhait de la métropole, et j'en étais d'accord, de façon à pouvoir faire bénéficier plus d'endroits de ce fonds de concours. De façon, voilà. Ça nous pénalise, mais bon. C'est mon côté solidaire, voilà, cherchez le mot. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur ce fonds de concours? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc la commission finances ressources humaines a donné un avis favorable à l'unanimité. Le conseil municipal est invité à approuver la convention entre Nantes Métropole et la commune du Pèlerin pour le versement en 2022 du fonds de concours au titre de l'année 2021, lequel s'élève à 8 825 €. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, ça concerne la décision modificative numéro 2 du budget primitif. Je laisse la parole à Pascal Monnier. Cette décision modificative ne concerne que la section d'investissement. Pour mémoire, le niveau de vote de cette section, c'est l'opération. L'opération sur la section d'investissement, c'est l'équivalent de la section de fonctionnement. Donc, il y a nécessité d'effectuer des virements de crédit entre opérations. Tout d'abord, un certain nombre d'augmentations d'opérations. C'est l'opération 115, le pôle culturel et associatif. Donc, un ajustement de 4 920 € qui va permettre de payer les dernières factures de cette opération. L'opération 116 pour le pôle sportif, une augmentation de 15 000 € pour permettre l'acquisition des terrains suite à la décision du juge qui est arrivée récemment, qui va permettre d'acquérir les terrains du pôle sportif. L'opération 202 école, une augmentation de 40 000 € pour l'acquisition des matériels informatiques. L'opération 207, études urbaines, avec le choix du titulaire du marché qui a été attribué récemment, l'opération doit être augmentée de 58 000 €. Donc il convient de compléter que le financement de cette opération est désormais stabilisé comme suit. Donc on a un marché qui a été attribué à hauteur de 107 000 € TTC, ce qui va nous permettre d'obtenir une subvention du département de 20 000 € et surtout une complémentaire de Nantes Métropole de 30 000 €. Ce qui fait qu'on aura un coût de cette opération étude urbaine de 57 000 € pour la commune. Donc tout ça, ça fait un montant total de 117 920 € de crédits qui vont être prélevés sur d'autres opérations. L'opération 101, la réhabilitation de l'école de l'Ermitage,
qui va également se terminer cette année, et la fin de l'exécution des marchés nous permet de pouvoir réaffecter 41 000 euros. On avait estimé un peu plus lors du BP, donc on va pouvoir utiliser 41 000 euros. L'opération 201 bâtiments permet de faire un virement de crédit de 35 000 euros, puisqu'il y a certains travaux qui ne se feront pas cette année et qui seront reprogrammés ultérieurement. L'opération 205, là on a un virement de 26 920 euros, essentiellement composé de 20 000 euros qui proviennent, si vous vous en souvenez, de l'affectation qui avait été faite lors de la DM1, où la modification de la gestion des dépenses imprévues de la M57 avait fait qu'on avait affecté sur une opération cette somme. Donc on va pouvoir l'utiliser pour équilibrer les mouvements de cette DM. Et ensuite l'opération 206, acquisition immobilière, 15 000 euros, puisqu'il y avait un projet qui ne sera pas acquis, enfin il y aura une acquisition qui ne se fera pas cette année. Donc ça nous permet de dégager 15 000 euros. Au total, comme on est forcément en équilibre, le montant total des dépenses d'investissement des opérations ne bouge pas, et donc pour mémoire, on est à hauteur de 1 769 595 000 euros et 36 centimes. Si vous avez des questions. Avez-vous des questions, Monsieur Labarre? J'ai cru comprendre, parce que l'information n'avait pas été donnée ou je n'avais pas retenu en commission, que les 15 000 euros vont pour l'acquisition de terrain pour le pôle sportif à côté, c'est cela? Oui, alors effectivement, lors de la commission, c'était pas encore tout à fait, on l'avait pas sorti, enfin ça n'avait pas été présenté, c'est apparu un petit peu avant parce que la décision est toute juste. Donc effectivement, il y a eu une décision du juge des expropriations qui a fixé le prix à hauteur de 82 000 euros, alors qu'on avait budgété 77 000 euros. Voilà. Donc ça veut dire que ça va être versé au juge des expropriations qui va pouvoir faire la transaction, et la commune va très rapidement devenir propriétaire de ces terrains. Ok. Vous me permettrez donc de revenir sur mon vote en commission. Oh oui, merci. Chacun est libre. Pour continuer un petit peu sur ces terrains sportifs, donc effectivement, le juge a estimé, on avait prévu 7 euros du mètre carré, c'était un peu plus, parce qu'en fait, il a fait une triangulation. Il y avait 2 terrains 7 euros et un 14, donc il a fait une division là-dessus. Donc la commune est maintenant propriétaire de l'ensemble des terrains. Le recours ne peut être porté que sur le montant. Donc on a une semaine, non, il nous reste encore une semaine, 10 jours à attendre pour savoir si les gens veulent faire un recours. Et après, donc nous allons commencer les travaux, et cela commencera par l'étude de sol, pour pouvoir savoir comment implanter notre, entre autres, le terrain de foot stabilisé. D'autres questions? Oui, Madame Fournier. Mais c'est pour. Mais non, mais par contre, c'est pour Facebook, on entend très bien. C'est bon? Oui. Alors, juste une question. Les 58 000 euros de frais d'études correspondent à un plus par rapport aux 50 000 qui avaient été budgétisés? Parce que moi, j'étais restée sur 50 000 euros de frais d'études. Hein. Ça veut dire que là, on est à 108 000? Alors, effectivement, on avait budgété 57 000 euros. C'était à peu près ce qu'on avait estimé. Simplement, lorsqu'on a eu un certain nombre de... On a passé des marchés, donc ils sont ressortis, celui qui a été retenu est à 107 000 euros. D'accord ? Voilà. Pour autant, on a toujours dit que c'était 50 000 euros, mais on va tenir compte d'une subvention qu'on connaissait au départ qui était de 20 000 euros du département. D'accord ? Et le fait que ça soit supérieur au montant qui était initialement budgété ou prévu, on a pu avoir la confirmation que Nantes Métropole participerait sur le reliquat à hauteur de 30 000 euros. Donc ce qui fait qu'au coût final, cette opération est de 57 000 euros, 107, moins 20, moins 30. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toute la difficulté d'une prévision budgétaire, où on a une enveloppe, après on essaye
si on n'a pas la capacité d'avoir l'articulation entre les dépenses et les recettes tout de suite, on met un montant à peu près global, et là, on est à 7 000 €, un peu plus supérieur. Et ne vaut mieux-il pas, dans ces cas-là, prévoir toujours un petit peu plus que 50 000 et devoir réinjecter C'est la vie d'un cycle budgétaire normal, c'est-à-dire qu'on essaye de prévoir. Oui, c'est ce que vous nous aviez expliqué déjà. C'est pour ça qu'on a cette DM avec des plus et des moins. In fine, ça ne change pas le montant des investissements. On est obligé de les modifier parce que lorsqu'on fait le budget, on doit les mettre au niveau d'une opération. Je vous rappelle que c'est le niveau de vote de ça. Donc à l'intérieur, il y a des choses qui... On reprend par exemple l'école de l'Ermitage. On avait prévu 75 000 € parce qu'on pensait qu'avec 75 000 €, ça serait large, on arriverait à finir l'opération. Maintenant que le décompte général définitif est sorti, on s'aperçoit qu'on n'a besoin que de 34 000 €. Donc, ce qui nous permet d'utiliser 40 000 €. Donc, en permanence, c'est ça la gestion budgétaire. On essaye de faire au mieux. Voilà. Le plus sincère possible. D'autres questions sur cette DM? S'il n'y en a pas, nous allons mettre aux voix. Donc le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative numéro 2 au budget primitif 2022, ainsi présentée, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Monsieur Labarre. Qui s'abstient? Oui, toute la minorité, sauf... Pas tout le monde, sauf Anne. Voilà. Et qui est pour? Voilà. Monsieur Moussu, Madame Pérez, et puis la majorité. Nous sommes d'accord. Délibération suivante, ça concerne la modification du tableau des effectifs, de la création de postes. Donc, il y en a deux cette fois-ci. Pour les besoins du service enfants-jeunesse éducation, et suite à des mouvements internes au sein de ce service, un emploi d'animatrice périscolaire est vacant. Ce poste a été occupé par un agent non titulaire. Il convient donc de pérenniser cet emploi et de nommer l'agent actuellement en poste en qualité de fonctionnaire et de créer le poste suivant. Pas tout de suite. Un poste d'adjoint territorial d'animation, emploi permanent à temps complet. Pour les besoins du service enfants-jeunesse éducation et suite à l'ouverture d'une 7e classe à l'école maternelle, il est nécessaire de recourir à un emploi d'ATSEM à temps non complet, soit 28/35e. Face à l'incertitude de pérenniser cet emploi dans le temps, la collectivité propose de créer un poste non permanent. Il convient donc de créer le poste suivant, un poste d'adjoint territorial d'animation, emploi non permanent à temps non complet, de 28/35e. La commission a donné un avis favorable. Y a-t-il des questions sur ces modifications du tableau des effectifs? Écoutez, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la création des postes susmentionnés, à modifier le tableau des effectifs, à approuver le tableau des effectifs joint en annexe, inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Allez, nous allons passer maintenant à un chapitre suivant, vie des assemblées. Donc, vu l'article du Code de la sécurité intérieure inséré par le décret donc, du 29 juillet 2022, donc, la commune ne dispose pas d'adjoint au maire ou de conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Le rôle de ce correspondant est d'être l'interlocuteur privilégié du SDIS en charge de relayer les messages de prévention, de sensibiliser le conseil municipal et les habitants sur les risques, l'organisation des secours et la sauvegarde des populations. Aussi, en application de la loi Matras qui vise à consolider le modèle de sécurité civile, le maire doit désigner avant le 1er novembre 2022 au sein du conseil municipal un adjoint ou un conseiller chargé des questions de sécurité civile.
Donc il faut bien faire, faut bien faire le distinguo entre donc, cette nomination et la personne qui est en charge du PCS, du plan communal de sécurité. C'est deux choses vraiment différentes. Donc dans nos rangs, nous avons un pompier, ex-pompier, voilà, donc qui a à mon avis toutes les qualités requises pour remplir ce poste, donc et lui que nous proposons. Avant de passer au vote, est-ce que vous avez des questions? Oui. Si, c'est pour les gens qui nous voient. Ouais. Non. Dans tous les cas, j'aurais voté pour M. Monnier, mais par principe démocratique, il aurait été souhaitable que vous fassiez une proposition aux autres listes. Voilà. Oui, moi, mais dans tous les cas, je voterai pour M. Monnier, puisqu'il a tout à fait les compétences. Ah, voilà, c'est ça. Moi, mais voilà. Non, mais c'est voilà. Mais par principe démocratique, j'aurais souhaité que une proposition soit faite. On a vu la compétence tout de suite. Donc, il y a deux solutions. Comme c'est une nomination, on est obligé de passer par un vote à bulletin secret, sauf si l'ensemble des conseillers sont d'accord pour faire un vote à main levée. Alors, le premier vote, c'est est-ce que tout le monde est d'accord pour que cela se fasse à main levée? Tout le monde est d'accord, très bien, voilà. Et maintenant, donc, le conseil municipal est invité à désigner M. Pascal Monnier, correspondant incendie et secours de la commune, autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Nous passons à l'urbanisme. Je laisse Brigitte Doucet. Alors, je pense qu'il y a une diapo. Alors, la SARL Arcobat Aménagement est en cours d'étude pour déposer un permis de construire sur les parcelles. Voilà, vous avez là. Donc, un permis de construire d'un projet pour la réalisation de 12 petites maisons. Et ce sont sur les parcelles AL 216, 217 et 218. Ce lotissement se situe à proximité du parking de la Genelière, au sud de la rue Maryse-Bastier. Pour les nouveaux habitants ainsi que pour les différents services publics, il est donc nécessaire de dénommer la voie de desserte du lotissement. La commission autonomie s'est réunie et a choisi d'attribuer le nom de cette rue à Jacqueline Auriol, qui est une femme d'une part et en plus une aviatrice, ce qui fait écho à Maryse Bastier qui est à proximité. Et également une Vendéenne. Elle est née à Châlons. La commission urbanisme a donné un avis favorable à l'unanimité. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette dénomination de voie? S'il n'y en a pas, donc le conseil municipal est invité à dénommer la voie nouvelle du lotissement réalisé par la SARL Arcobat Aménagement rue Jacqueline Auriol. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à l'urbanisme à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le cycle métropolitain où on va vous présenter un certain nombre de rapports d'activité. Donc alors on a quand même édulcoré pas mal de choses. Il faut savoir que les rapports sont visibles sur le site de la mairie du Pèlerin, et également disponibles en papier, en version papier à lire et à consulter en mairie. Donc c'est pour ça que c'est quand même des gros pavés, donc on prend la quintessence du rapport. Donc on va commencer par le rapport annuel donc 2021 de Nantes Métropole. Voilà. Alors avant de commencer ça, c'était juste, je vous l'ai dit, j'étais à la réunion des maires, il y a eu deux chiffres qui ont été intéressants, que j'ai notés. Donc le taux de chômage sur la métropole
Donc c'est 5,4. Donc c'est quand même peu. On est presque au plein emploi. Hein. Et autrement, ils ont fait un petit retour sur le voyage à Nantes sur pendant la période estivale. Et ils considèrent qu'il y a eu 600 000 visiteurs donc, sur le voyage à Nantes. Donc je disais que le taux de chômage dans la métropole est de 5,4%. Et il y a eu 600 000 visiteurs sur le voyage à Nantes pendant la période estivale. Donc ça c'est en 2022, mais maintenant on est retombé dans 2021. Donc alors quelques éléments du paysage métropolitain. Donc Nantes Métropole, c'est 3745 agents, des équivalents temps plein, qui interviennent pour 655 000 habitants en exerçant les principales compétences suivantes. En fait, c'est intéressant ce slide parce que les gens, enfin, qui s'intéressent un tout petit peu à la métropole et à la commune, pensent que la commune est en charge de tout. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, on est en charge de pas grand-chose. Donc, Nantes Métropole a les compétences suivantes: transport et déplacement, donc tout ce qui est le 8, hein, voilà. L'espace public, voirie, propreté, éclairage public. Donc je dis bien propreté. À chaque fois, on vient nous dire la ville est sale, la ville est sale. Les agents communaux, qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est pas leur job. Donc la ville est sale, soit, ça je peux l'entendre, mais il suffit de venir en mairie, on fait ce qu'on appelle une fiche Oasis, et après, donc il y a les gens de la métropole qui viennent nettoyer. Tout ce qui est déchets, donc ça c'est les bacs, l'environnement et énergie, l'eau et l'assainissement, logement et habitat, développement économique, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'emploi, l'Europe et l'attractivité internationale. Donc, quelques éléments également du paysage métropolitain. Donc, Nantes Métropole exerce également les principales compétences facultatives suivantes: l'hébergement des gens du voyage, l'action foncière, donc c'est l'élaboration et gestion du programme d'action foncière, les actions et réalisations en faveur des personnes handicapées, la participation à la demande et en concertation avec les communes à l'aménagement de promenades le long des cours d'eau et la valorisation des espaces naturels à vocation de loisirs et d'éducation à l'environnement. La lutte contre les pollutions, la prévention des risques et notamment des risques majeurs. Donc ça c'est très intéressant et ils sont très forts là-dedans. Ça, je tire mon chapeau en direct à ces gens-là qui sont de très bons, on peut le dire, hein. Voilà, qui sont à l'écoute, et voilà, donc c'est des gens qui sont super motivés et très bien formés. Les grands équipements, dont notamment le Zénith, la Cité des Congrès, le Parc d'Exposition, vous ne trouverez pas l'Arbre Héron, non, il n'est plus là. Et l'équipement pour l'enseignement supérieur à la recherche, pardon. Voilà, alors après, donc vous avez des camemberts, non, deux camemberts. Donc qui présentent les recettes et les dépenses. Donc pour 100 € de recettes, donc la plus grosse part c'est la tarification des services aux usagers, donc presque 23%. Après vous avez la fiscalité directe locale, 18,5%. Et ensuite vous avez l'État qui vient donner 15%, 15,20 €, pour 100 €, pardon, je m'exprime mal. Après, en dépenses pour 100 €, donc là où la métropole dépense le plus, c'est sur les mobilités, donc avec pratiquement plus de 25 € pour 100 €. Faut que je m'y fasse. Après, vous avez l'eau et l'assainissement, 13,70 €. La conciliation et usage des espaces publics, donc 12,90 €. Et après, j'ai bien cherché, et j'ai trouvé nature, biodiversité, énergie, climat, et j'ai trouvé 1 €. Donc je pense qu'on peut mieux faire. Je pense que c'est tout pour... Il n'y a pas d'autres slides, je pense que c'est terminé. Voilà. Donc je vous dis, c'est quelque chose, alors je suis conscient que c'est court, mais tout est en ligne et tout est consultable en mairie. Et s'il y a des questions, je suis prêt à répondre aux gens qui viendraient me questionner sur ce rapport annuel 2021 de Nantes Métropole. Le rapport suivant,
concerne... oui, attends. Je vais trop vite. Maintenant qu'on a parlé de Nantes, on va parler du Pèlerin. Donc la commune du Pèlerin est rattachée au pôle sud-ouest de Nantes Métropole, soit à peu près 55 000 habitants. En 2021, le pôle en fonctionnement a dépensé 1 592,985 € et a investi... Combien j'ai dit? C'est le juin. Et donc je reprends en fonctionnement 1 592 985 et l'investissement 5 833 612 €. Voilà. Donc le rapport annuel toujours qui concerne le Pèlerin, donc dans voirie espace public. Donc alors c'est en 2021, c'est pas cette année. Hein. Donc c'est l'étude de l'aménagement rond-point de la Cochère, donc c'est quelque chose qui est maintenant qui est fait. La réfection de chaussée rond-point de la Jouardet, donc ça c'est au niveau de Cassin. La création d'éclairage public au village de la Bricolière, ça a été long, mais ça a été fait. Remplacement de 89 luminaires donc à Vièvre, rue du Port-Chassé, rue du Château, rue du 11 novembre, rue Docteur Sourdy et du Clos Grillé. Donc on est passé à des lampadaires à LED. Concernant la gestion des espaces publics, donc un programme annuel de pointe-à-temps, donc ce qu'on appelle le PAT, c'est le truc que personne n'aime. On met un petit peu de goudron, on met un petit peu de gravier, et voilà. Alors, par contre, c'est efficace, mais ça gravillonne un petit peu quand même. Donc, mise aux normes PMR du trottoir pour l'accès du cimetière, création d'une écluse sur la chaussée et d'un stationnement réservé PMR rue du 11 novembre, la réfection de chaussée rue de l'Anguille, la réfection de trottoir rue Pierre-Chanson, et les visites annuelles des ouvrages d'art, donc murs et ponts et travaux d'entretien courant. En habitat, urbanisme et environnement, donc le PLUM, donc l'animation du réseau ADS Sud-Ouest par les services du pôle, aide à la constitution d'une doctrine d'instruction pour les instructeurs des communes et du pôle. En fait, ce sont des réunions où les 24 responsables urbains donc, se rencontrent pour définir de façon qu'ils puissent traiter le même problème au Pèlerin qu'à Mauves-sur-Loire ou à Boye, qu'on ait exactement la même doctrine. Les opérations d'habitat diffusent secteur Croix-Hubin, Château-Sourdy et rue de la Jaunet, l'étude urbaine cœur de bourg, cœur de ville, l'instruction réglementaire de 9 dossiers d'autorisation du droit des sols, l'instruction technique de 134 dossiers, l'instruction de 127 déclarations DIA, 40 de la SAFER, engagement des négociations foncières pour l'acquisition de l'emplacement réservé numéro 57, je n'ai pas été voir ce que c'est, le 57, non plus. L'agriculture, l'alimentation, les friches agricoles, secteur prioritaire retenu, le sud Gaillardin, c'est pas Gaillard, c'est Gaillardin. Donc là c'est pareil, je suis un peu déçu de ça, puisque on a une réunion à l'année, et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à faire sur la récupération des friches. Et malheureusement, il y avait un petit turnover au sein du pôle sud-ouest. Voilà. Donc c'est un peu bête parce que tout est prêt. Il n'y a plus qu'à envoyer un courrier au propriétaire. Énergie, mise en œuvre des engagements pris par la commune dans le cadre de la feuille de route pour la transition énergétique. Donc animation du dispositif d'accompagnement pour la rénovation énergétique des logements, copropriétés et maisons. Mon projet Rénove. Mise en œuvre des priorités de la politique énergétique communale avec la nouvelle conseillère en énergie partagée. Donc là, on est passé du féminin, on est passé au masculin, puisque elle a été remplacée. C'est quelqu'un qui est, comment, je dirais, productif. Voilà, qui est productif et de bons conseils. Développement économique. 8 créations d'établissements, parmi lesquels des entreprises, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, professions libérales. Accompagnement des entreprises dans leurs projets et leurs demandes, accompagnement de la commune dans le projet d'ouverture d'un espace de coworking, création de mise en ligne d'un questionnaire à destination des habitants, donc ce qui a été fait, avec également une enquête sur la file du bac. La ZAC de la Brainerie, donc vente du dernier lot, donc de 3435 m² à l'entreprise TMA, donc ça veut dire que la ZAC 1 et la ZAC, oui, la Brainerie 1 et la Brainerie 2 sont complètes, donc on passe à Brainerie 3, où on attend donc les résultats de l'étude environnementale, théoriquement fin septembre, pour savoir de combien de mètres carrés sur 6 hectares on pourra
qu'on pourra avoir. Déplacement donc sur le Pèlerin, l'étude d'aménagement d'un terminus provisoire, prolongement en ligne E8. Donc là, c'est, comment dire, ça a été fait. Il y a une bonne fréquentation. Alors pas forcément, on en parlera tout à l'heure parce que c'est une question, pas forcément au niveau de la cochère pour l'instant parce qu'il manque quelques aménagements. Mais on s'aperçoit que oui, vous m'aidez, c'est bien. Que l'arrêt du Boitillac, il y a pas mal de personnes qui prennent le bus. Donc je suis confiant, nous sommes confiants sur le fait que cette ligne soit pérennisée. Et après, maintenant, on va se battre pour que le 78 vienne. Il n'y a pas de raison. Après, donc, sur l'ensemble du pôle, donc l'extension de zones apaisées, donc 23 km et pratiquement 4 km 6 d'aménagement cyclable. Je crois que c'est tout pour... Oui, il faut passer, voilà, merci. Donc après, le rapport suivant, c'est Nantes Métropole Aménagement. Alors, Nantes Métropole Aménagement, là c'est en fait, je vous ai mis un slide pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste Nantes Métropole Aménagement. Donc c'est une société publique locale créée en 92, dont le capital est détenu à 55% par Nantes Métropole et à 45% par 19 communes de l'agglomération. Donc le métier de Nantes Métropole Aménagement, c'est l'aménagement et le développement économique. Donc NMA développe 32 projets urbains sur le territoire métropolitain et pilote des opérations en tant qu'aménageur, constructeur et gestionnaire. NMA accompagne les collectivités dans la définition de la conception de leurs projets, conseil, expertise, conduite d'études urbaines ou de faisabilité opérationnelle. NMA assure la gestion et l'animation d'un patrimoine immobilier économique de 67 000 m², 352 entreprises hébergées, dont 125 nouvelles entreprises en 2019. Oui, après, pour nous, NMA, en fait, c'est uniquement la zone d'activité de la brainerie. C'est eux qui s'occupent de ça. Donc on fait un petit focus là-dessus, sur la ZAC de la brainerie. Donc cette opération doit permettre à l'accueil donc sur 9 hectares environ d'activité économique. L'opération confiée à Nantes Métropole donc en 2005, l'échéance envisagée en 2023. Bon, après je vous laisse toutes les dépenses, vous voyez bien. En 2021, ont été réalisées la cession du lot 8, on a passé tout à l'heure donc sur la société TMA, le lancement des études environnementales sur la tranche numéro 3 de la ZAC. On attend les résultats fin septembre. En 2022, il est notamment prévu de la remise des ouvrages des tranches 1 et 2 à la collectivité. Pour l'instant, il n'en est rien. La finalisation des études environnementales sur la tranche 3, c'est au mois de septembre. La définition des conditions de lancement opérationnel de la tranche 3, là, ça viendra une fois qu'on aura l'étude environnementale. Donc ça, c'est un dossier qui sera suivi par M. Lecause et moi-même. Je crois que c'est tout sur la brainerie. Alors TMA, ils étaient déjà dans la zone, mais ils louaient, et c'est une entreprise de thermolacage. Donc ça vient dans les... on a Discount et Qualité, on a Manufer, et on a après NMA. Et là maintenant on est blindé. Les choses qui sont intéressantes, c'est, alors j'ai pas le nom de cette entreprise, qui a vu que son terrain était trop grand. Donc elle a demandé un permis de construire. Et ça a permis de créer, je crois que 6 ou 7 petits locaux, de façon à stocker et accueillir des clients. Donc ça c'est intelligent. Et comme ça le terrain est propre. Il a pu entretenir tout son truc. Oui. Alors, comment? Ouais. Alors, c'est à chaque fois c'est demandé. Après, il faut voir l'exposition. Je vous apprends rien si l'exposition est bonne et pas bonne. Mais c'est une demande de la métropole. À chaque fois, c'est eux qui gèrent tout ce qui est réseau et ainsi de suite. Mais après, on ne peut pas forcer. Là, la ZAC ne peut pas forcer. Donc, c'est au bon gré de l'entrepreneur. Il
forme d'ignorance, je ne pense pas. Les gens qui s'endettent sur un certain nombre d'années pour... ouais. Bon, pardon. C'est possible de faire de la location de toiture, donc ça, je suis sûr qu'elles ne le savent pas, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un investissement si c'est eux qui s'engagent là-dessus, et puis c'est vrai que là c'est compliqué. Je remonterai l'information à Enema, parce que je suis censeur dans cette instance, mais là, le pèlerin n'a pas la main là-dessus. Non, non, mais ça n'empêche pas, on peut parler. Mais je vais remonter l'information, ça, il n'y a pas de problème. Merci. Je voudrais mettre un vœu, c'est que la sonorisation soit organisée pour que les conseillers puissent débattre entre eux avant que les gens très très peu nombreux sur Facebook soient satisfaits. Voilà. Monsieur Gavouillère, pour vous répondre, théoriquement, il y a des techniciens qui se déplacent aux alentours de 15h, 16h, 17h pour savoir si tout est bien. Et apparemment, tout était bien, sauf au moment où on a appuyé sur le bouton, on s'est aperçu que tout n'était pas bien. Voilà. Donc je verrai ça avec les services compétents dès demain. Donc voilà, ça c'est pour les rapports. Après, on va passer... donc voilà au rapport annuel 2021 de Nantes Métropole sur l'eau. C'est Jean-Luc Billan qui va nous présenter ça. Bonsoir à tous. Dans le rapport de Nantes Métropole 2021 sur l'eau potable, il a été consommé 33 895 757 m3 par 226 761 abonnés, pour une distribution de 40 650 851 m3. C'est trop fort? Non? C'était bien? Voilà, touche plus? C'est bon. La consommation moyenne par habitant est de 120 litres par jour. L'assainissement, il y a 221 032 abonnés au service public de l'assainissement collectif. Il a été traité 52 777 259 m3 d'eau usée, représentant 14 837 tonnes de boue produite. Prix de l'eau. Depuis le 1er janvier 2006, tous les usagers du service de l'eau de la métropole paient l'approvisionnement en eau au même tarif. Une tarification sociale a également été mise en place depuis 2016 pour un accès à l'eau pour tous. Au 1er janvier 2022, le prix de l'eau potabilisée et assainie sur le territoire de Nantes Métropole s'élève à 3,58 € du mètre cube. Ce prix est inférieur au prix moyen qui était de 4,19 € en France, de 4,37 € dans le bassin Loire-Bretagne et de 3,93 € pour les villes de plus de 100 000 habitants. Tous ces prix, bien sûr, sont pour 1 mètre cube. Budget de l'eau potable. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 65,4 millions d'euros en 2021 et les dépenses d'exploitation représentent 47,3 millions d'euros. Les recettes d'investissement représentent 24,9 millions d'euros et les dépenses s'élèvent à 31,8 millions d'euros. Le budget assainissement. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 59,2 millions d'euros. Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 43,9 millions d'euros. Les recettes d'investissement représentent 21,6 millions d'euros. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 25,5 millions d'euros. Au 31 décembre 2021, l'encours total de la dette en capital du budget eau est de 53,2 millions d'euros. Pour le budget assainissement, il est de 12,5 millions d'euros. La tarification sociale, petit rappel, cette tarification s'adresse aux ménages pour lesquels le coût d'une consommation de référence de 30 m3 par personne par an représente plus de 3% des revenus qui paient une facture d'eau dans les charges locatives et dont la résidence principale se situe sur une des 24 communes de Nantes Métropole.
Le bilan 2021 pour cette tarification, 7 427 ménages ont bénéficié de l'aide, soit 13 268 personnes pour un montant de 472 506 €. Voilà pour le budget de l'eau. Bon, attends, je vais faire juste une pause Oui, pour... vas-y. je m'engage à ce que l'année prochaine, lorsqu'on présentera les différents rapports annuels, ils aient tous des slides, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse voir. Ça sera, à mon avis, ça sera quand même beaucoup plus dynamique et les gens vont comprendre. Et à plus brève échéance, je vous assure que le prochain conseil, on pourra entendre correctement. Et je m'en excuse encore. Enfin, le budget sur l'eau représente 88 pages recto verso. Oui, non, il faut synthétiser. C'est faire un slide avec 98 pages recto verso, ça va être... 88, ça va être compliqué, quoi. Enfin bon. Enfin là, il y aura 2 slides pour les déchets. Ça jette bien, c'est un début. Donc, le rapport annuel 2021 dans le Métropole sur la prévention et la gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc, Nantes Métropole assure la prévention et la gestion des déchets ménagers et assimilés au sein des 24 communes membres. Elle exerce la fonction d'autorité organisatrice pour la collecte, le tri, le traitement et la valorisation pour une population de 682 259 habitants en 2021, soit une augmentation de 1,34% par rapport à 2020. Il y avait 673 186 habitants. Nantes Métropole poursuit ses objectifs en termes de prévention et de valorisation de déchets pour réduire de 20% les DMA, les déchets ménagers et assimilés, en 2030 par rapport à 2010 et atteindre 65% de valorisation des DMA d'ici 2025. Un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés a été adopté en décembre 2021. Le PLPDMA se décline en 8 grands axes. 1. Sensibiliser à la prévention des déchets. 2. Réduire le gaspillage alimentaire. 3. Valoriser au plus près les déchets alimentaires et de jardin. 4. Promouvoir une consommation sobre. 5. Allonger la durée de vie des objets et leur réemploi. 6. Devenir des collectivités exemplaires. 7. Encourager les professionnels et organisateurs d'événements. Et 8. Étudier des financements incitatifs. Nantes Métropole dispose de ses propres équipes en régie pour collecter la ville de Nantes et les communes du Pèlerin, de la Montagne et de Saint-Jean-de-Boiseau. 3 prestataires privés interviennent sur les 20 autres communes, Veolia, Suez et Urbaser, environnement. Pour le Pèlerin, la collecte est assurée par la régie Sud-Ouest. 3 différentes collectes, le porte-à-porte, les bacs bleus et les bacs jaunes, une fois par semaine, la collecte volontaire, les containers aériens pour le tri du verre, et la collecte en déchetterie. On peut passer les slides. Donc là, on a... t'as passé d'abord... T'as passé la première? Ouais. Bon, la première, de toute façon, il n'y a pas de changement par rapport à 2021. Il y a toujours 11 déchetteries, les éco-points. 2 usines de traitement, une plateforme de valorisation des déchets verts qui se situe à Saint-Herblain. On peut passer la suivante qui est plus intéressante. Oui. Donc en prévention au compostage, donc nous avons 21 000 composteurs individuels depuis 2010, donc, dont 1258 en 2021. Il y a 271 sites de compostage partagés par habitant. Il y en avait 259 en 2020, soit une augmentation de 12 composteurs. Le réemploi, il y a eu 1501 tonnes de textiles collectés par la structure d'insertion. Il y avait 1050 tonnes en 2020, soit un peu plus de 45% d'augmentation. Le passage en déchetterie, 2 125 500 passages, il y en avait 1 726 971 en 2020. Les points d'apport volontaires,
conteneurs anti-aériens, il y en avait 2562, il y en avait 2469 en 2020. Pour les sacs distribués, nous sommes au même quota, un peu plus de 21 millions. Pour la collecte, il y a eu 326 292 tonnes de collecte effectuées, contre 300 888 en 2020. Nous pouvons voir ensuite les différentes collectes, ordures ménagères, déchets recyclables et divers, qui ont sensiblement diminué en 2021. Voilà ce qu'on peut dire sur les déchets. Des questions? Bon, pour moi c'est terminé. Bien. Merci de m'avoir écouté et de ne pas ronfler. On passe à la table. Oui. Oui. J'interviendrai, c'est concernant l'eau. Donc à la lecture du rapport sur l'eau, à la lecture de ce rapport, plusieurs questions se posent surtout dans la période de sécheresse et de restriction que nous connaissons. Donc 43 millions de mètres cubes a été envoyé dans les réseaux métropolitains. 34 millions de mètres cubes ont été facturés. Cette différence de 9 millions de mètres cubes, soit près de 20%, nous interroge sur la part des pertes dues aux fuites sur le réseau. Une partie de cette eau n'étant pas facturée, est-elle en partie consommée? Première question. En 2021, rue de la Cossonnière, un renouvellement de 540 mètres de canalisation a eu lieu. Savez-vous si cela faisait partie d'un programme de rénovation ou lors d'une inspection des canalisations? Ou cette réparation était-elle due à une fuite signalée? Troisième question, d'où une dernière question sur ce sujet donc. Dans quel état se trouve le réseau du Pèlerin et son éventuel programme de rénovation ainsi que d'inspection? Bien, alors je vais essayer de J'en aurai après une autre, mais qui concerne autre chose. Mais qui est sur l'eau. Mais step by step. Déjà 3 questions, pour moi c'est bien. Donc concernant les fuites, effectivement, c'est un des problèmes principaux. Pour vous donner l'exemple, on est quand même assez pointu et sur ça, puisque lorsqu'on a refait la rue de la Jaunet, donc il était prévu de faire et la rue de la Jaunet et le rond-point de la Cochère. Et lorsqu'on a commencé, ils ont commencé les premiers travaux pour décaisser un peu la rue, ils ont vu l'état de l'eau potable. Donc nous avons décidé, à l'époque c'était M. Gabouillère qui était maire, de remplacer, de prendre le budget qui était prévu sur le rond-point de la Cochère pour le passer dans la réfection entière des conduites d'eau potable de la rue de la Jaunet. Donc ça c'est sur cette rue-là, c'est fait. Après sur la Cossonnière, effectivement à la Cossonnière, il y a eu des gros travaux d'entretien, mais c'est de la réparation. Donc il y a un nœud à cet endroit-là et ça avait sauté. Donc la réparation de mémoire a eu lieu, c'était 1 an après. Ils ont colmaté et après il y a eu des travaux qui ont duré une petite semaine pour refaire tout ça. Puis après votre troisième question. Après, c'était concernant justement les programmes de rénovation et de recherche de fuite éventuelle, enfin la surveillance du réseau, quoi. Parce que bon, c'est bien de réparer, mais c'est encore mieux de prévenir que de guérir. À chaque fois que l'on ouvre une rue, donc on fait des inspections. Lorsque nous sommes arrivés, c'était en 2015-2016, vous vous rappelez, on a éventré la moitié du Pèlerin, la moitié du centre-ville, on a refait tout l'assainissement. Et donc à chaque fois, donc c'était l'objet principal, c'était l'assainissement, mais toutes les canalisations d'eau ont été regardées. Et lorsque c'était inadéquat ou c'était trop pour eux, elles ont été changées. Donc c'est à l'occasion de ça. Lorsqu'on fait des routes, oui, on fait. Maintenant, l'inspection, donc c'est Nantes Métropole qui doit faire ces inspections. Et je ne pense pas qu'il y ait des inspections prévues sur le Pèlerin.
programme régulier ou enfin Non, il y a pas de programmé programme, tous les 6 mois, tous les 10 ans. Et je peux en parler à Robin Sacroix, qui est le vice-président en charge de l'eau, pour savoir s'il y a des visites programmées. Et votre dernière question? Juste pour faire suite, si des visites sont programmées, est-ce que ça ne concerne que le parc municipal? Si vraiment dans le parc privé on remarque des fuites visibles, Madame Doucet sait de quoi je veux parler, mais également j'entends parler aussi près de la médiathèque de fuites régulières dans les sous-sols des bâtiments. Alors à la médiathèque, c'est un bâtiment, c'est de l'eau qui s'infiltre. Oui, ouais. je sais, mais ça crée aussi plein de choses, puisque ça détruit je connais des gens qui avaient leur commerce ici, qui sont partis à cause de ça. Ça détruit aussi... Enfin voilà, j'aimerais savoir s'il y a aussi moyen de faire remonter ce genre de choses dans le... Mais de toute façon, dès qu'il y a une fuite ou quelque chose, ou suspicion de fuite, il faut venir à la mairie, faire soit une fiche Oasis, ou vous téléphonez, vous allez à l'accueil de la mairie, et je peux vous dire que les services de la métropole sont assez réactifs quand il s'agit d'une fuite, ils interviennent. Ce qu'il faut, il faut pas hésiter. Je reviens sur ce que vous dites là, à côté de la médiathèque. Donc c'est un immeuble où ils ont construit donc en sous-sol des garages. Donc ils ont repris il y a un certain nombre d'années pour refaire un petit peu une étanchéité qui n'est peut-être pas forcément suffisante. Mais là après c'est du privé. Mais autrement, oui, dès qu'on voit une fuite, il ne faut pas hésiter, il faut remonter l'information. Moi, pour ma part, j'ai eu une fuite à mon compteur d'eau, j'ai appelé directement Veolia. C'était un peu compliqué pour les faire déplacer, mais il y avait carrément un ruisseau dans la rue Bertrand. Mais bon, ils sont venus, ils ont fini par venir quand même. Ma dernière question, c'est donc d'autre part, le bouchon vaseux de la Loire est aussi un problème. Il progresse et nous pousse à prélever l'eau toujours plus en amont de celle-ci, en augmentant donc son cours. Pourtant, une des solutions est connue, il suffirait de ne plus draguer autant la Loire. La métropole fait partie du SILOA, syndicat Loire-Aval, et membre du GEMAPI. Pouvez-vous nous donner des informations sur ce sujet? Car certains bateaux ne pourraient plus aller jusqu'à Nantes, mais l'activité du port de Nantes diminue d'année en année. Il y a moyen, à travers le GEMAPI ou le SILOA, de peut-être sensibiliser un peu plus, ou peut-être que c'est déjà fait, mais que peut-être vous pouvez les informer là-dessus. C'est sûr, il est certain que le bouchon vaseux remonte d'année en année, de plus en plus loin. Même, vous avez sûrement dû lire dans les journaux que pendant les grandes marées, là c'était même inquiétant pour la prise d'eau potable. C'était inquiétant, mais ça a été... la métropole s'en est sortie. Bon, après, c'est le grand port de Nantes qui fait tout ce qui est donc l'entretien du chenal pour les grands bateaux. Alors maintenant, je suis quand même relativement bien placé pour voir les bateaux passer devant la maison. Il faut dire qu'il y a quand même un certain trafic. En tonnage, ça doit quand même représenter. Alors après, c'est une décision. Soit on continue à faire remonter les gros bateaux jusqu'à Nantes, ou on les laisse à Donge. Enfin, à Montoir, précisément. Voilà. Autre chose sur ces rapports? Bon, c'est mi-temps.
Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Linky est partout. Gaspard devrait arriver pour le gaz. Et l'eau, j'ai pas entendu parler. Chez moi, ils sont passés changer le compteur. Lequel? Le compteur d'eau. Mais c'est le même pour le même? Je pense que c'est un communicant, ouais. Ah, bah, je suis pas... Mais je pense qu'ils le font vraiment par secteur ou en fonction de l'âge du compteur, j'en sais rien. Ouais. Bon, pas prévenu. Sur la première page, c'est par rapport à ce que nous avons connu avec la Covid. L'offre kilométrique est revenue en 2021 au niveau de l'offre qu'il y avait en 2019. On est revenu à 29,7 millions de kilomètres. Ça veut dire que la Sémitane a remis, je dirais, les transports qui étaient en place avant la Covid. Là, c'est sur la partie voyageurs. Donc la deuxième aussi analyse par rapport à ça, c'est il y a eu l'impact 2019 où nous avions une chute au niveau des passagers, ce qui est normal. En 2021, on est revenu à 115,9 millions de voyageurs, bien en dessous de ce que nous avions en 2019. Nous étions à pas loin de 150 millions de voyageurs. Donc l'année 2022, logiquement, ça devrait revenir à des niveaux similaires. Moi, ce que j'ai retenu dans le rapport, c'est qu'il y avait un engagement très fort sur le respect de la fréquence des bus. Bon. En début 2022, nous avons été confrontés. Je pense à l'époque, ils n'avaient pas encore l'impact d'une pénurie de chauffeurs. Bon. Et en 2021, c'est l'engagement qu'ils avaient pris. Bon. On aura le rapport 2022, on pourra effectivement l'analyser. Donc je dirais que là aujourd'hui, effectivement, il y a eu une restauration du service qui était en attente. Et juste en conclusion, 2021, ça a été pour nous, et monsieur le maire en parlait tout à l'heure, ça a été une victoire parce qu'on s'est battu durement pour obtenir cette extension de la ligne 8 avec ce pilote, une expérimentation, parce que c'est vrai que jusqu'à avant cette décision, il n'y avait jamais eu d'expérimentation sur la métropole avec la Sémitane. Et depuis, ils l'ont proposé à d'autres communes. Donc voilà, maintenant, comme disait monsieur le maire, on verra sur l'analyse 2022 le trafic et on va regarder précisément tout ça. Donc voilà rapidement sur le rapport de la Sémitane. Est-ce que vous avez des questions sur... Oui, monsieur Dréon. Nous avons pris connaissance de ce rapport avec beaucoup d'intérêt. Il y a des points très intéressants, mais d'autres ne sont pas du tout abordés. C'est d'autant plus dommage que ce sont ceux qui posent problème aux habitants du pôle sud-ouest. Si la Sémitane indique avoir pris en compte l'évolution démographique du secteur qui nous concerne et que c'est visible avec les dernières modifications qu'on a vues à la rentrée, il n'en reste pas moins que certains horaires sont supprimés, que les bus sont bondés et qu'ils sont vieillissants et régulièrement en panne. Une grande partie de ces problèmes est liée au fait que nos lignes sont assurées par des affrétés, mais sur ce sujet, il n'y a pas un mot dans le rapport. De même, il est fait état que le Covid a eu un impact sur les modes de déplacement, notamment les déplacements courts, qui se font de plus en plus en vélo ou en trottinette électrique. Ce mode, qui est peu adapté aux déplacements longs, ne concerne donc pas les habitants du pôle qui travaillent sur Nantes, mais plus les Nantais, Reuséens, qui vivent à moins de 10 km de leur lieu de travail. Pour autant, il n'est pas indiqué que la métropole et la Sémitane vont revoir les projets de futures lignes de tramway. Il est dommage de faire des constats et de ne pas en tirer les conclusions qui s'imposent. Enfin, c'est une bonne chose dans le contexte actuel qu'un projet d'entreprise soit initié avec les différents acteurs de cette délégation de service. Il est surprenant que les usagers ne soient pas représentés. Ils seront tout de même les premiers impactés par des changements qui pourraient être décidés dans ce projet de transformation. Alors les usagers sont représentés au conseil d'administration et à CLCV de mémoire, oui. Et puis une autre confirme, participe. Il parle assez longuement d'un projet d'entreprise et en fait là dans les acteurs j'ai pas vu les usagers.
Alors, pour ce que vous évoquiez, les problématiques qu'ont rencontré la Sémitane, je ne suis pas certain que c'était fin 2021, c'était plutôt pour moi début 2022. Le fait de ne pas respecter le passage, parce qu'ils ont subitement eu effectivement un désistement, enfin, il manquait de chauffeurs, ils n'arrivaient pas à assurer la fréquence. Il y a eu un plan de crise. Le plan de crise, il nous a été présenté, c'était au mois de mai, de mémoire, avril-mai, où du coup la Sémitane a pris une décision de dire nous reprenons des lignes d'affrété avec le matériel de la Sémitane, le personnel de la Sémitane, pour justement soulager les affrétés. Et du coup, pour cette rentrée, parce qu'on l'a subi, là ça s'est mis en place là, avec la rentrée de septembre, donc on n'a pas encore le recul pour vérifier tout ça, mais a priori, les premiers signes sont favorables. Nous avions rencontré le jour de l'inauguration de ligne 8 la directrice des opérations du sous-traitant Transdev, qui nous disait justement que la bonne surprise de cette rentrée, c'est qu'il y a 2 nouveaux conducteurs qui reviennent, déjà qui avaient le permis, d'autres qui s'inscrivent pour passer ce permis, donc qui sont plus sereins. Voilà. Donc maintenant, il faudra qu'on vérifie au quotidien si tout ça est bien mis en place. Moi, je me suis basé sur les alertes que je reçois par l'application TAN, et j'en ai eu quasiment tout l'été. Alors c'est vrai que depuis la rentrée, j'en ai... Ouais, mais ça s'est mis en place à la rentrée. Hein. On est d'accord, on est tous d'accord avec le problème de chauffeurs, ainsi de suite, à tel point que effectivement le 8 est resté à l'affrété et le 78 a été repris par la TAN. Donc on mesurera, vous avez raison, dans les prochains mois s'ils respectent les engagements. Bien, bah écoutez, on va prendre acte de ce rapport et des rapports précédents. Nous allons passer aux questions. Donc il y a question pour AEP. Non, une question. Une question pour Nouvel Élan et 3 questions pour AEP. Alors comment voulez-vous qu'on fasse? Dites-moi. On commence par Nouvel Élan. Allez-y. Notre question concerne un jumelage éventuel avec Bocsic. En 2001, la commune du Pèlerin a finalisé un projet d'adduction d'eau sur la commune roumaine de Bocsic-Rapsic, pas facile à prononcer, avec le concours du département, de la région et du ministère des Affaires étrangères. En 2006 a eu lieu la signature de l'acte de parrainage au Pèlerin, en présence d'une délégation d'élus roumains, dont le maire de cette commune. D'autres actions ont eu lieu depuis, notamment le convoyage d'un camion réformé par les pompiers à destination de leurs homologues en 2009, camion apprécié après la chute de la dictature. Des pèlerinés ont conservé des liens amicaux forts avec la Roumanie et nous ont fait part de l'intérêt de l'équipe municipale de Bocsic pour renouer ce partenariat. Pouvez-vous nous dire si vous avez des informations sur ce sujet et votre position quant à une reprise de contact qui pourrait aboutir à un jumelage avec cette commune roumaine? Alors, effectivement, je n'ai pas beaucoup d'informations. La seule information que je possède, c'est que c'était samedi midi, donc j'étais invité par l'APVR à fêter leurs 20 ans, donc l'association des vieilles voitures pèlerinaises. Et j'ai rencontré la personne qui était à l'initiative de ce rapprochement avec Bocsic, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, donc il a été étonné de savoir qu'il y avait des gens qui étaient intéressés parce que personne ne l'avait prévenu, lui. Bon, j'ai dit, bah, écoutez, alors il m'a dit surtout ne faites pas de jumelage. Faites plutôt conserver un parrainage, mais pas de jumelage. Alors j'ai regardé aussi où se trouvait Bocsic, et en fait je ne vois pas l'intérêt que peut avoir le Pèlerin avec cette ville. Il n'y a rien de commun en fait. Ils sont en pleine campagne, ils sont près de la frontière hongroise, je crois. Voilà, alors que Nantes est près de la mer, sur un fleuve, enfin voilà. Mais par contre, pour être tout à fait transparent, donc je vais demander à cette personne de venir à un bureau municipal un soir nous expliquer un petit peu la genèse de ce partenariat et nous prendrons la décision de savoir s'il faut continuer ce parrainage ou pas.
La seule chose qui m'est dit, c'est que effectivement l'équipe municipale de la ville roumaine se demandait pourquoi elle ne recevait plus le bulletin municipal. Donc à partir de celui-là, donc on va envoyer le bulletin municipal chez nos amis roumains. Voilà ce que je peux dire. Après, donc, nous avons AEP. Allez-y. Après un an de mise en service, pouvez-vous nous communiquer le coût de fonctionnement du bassin de nage, en particulier sur la part consommation d'électricité? En effet, nous avions posé la question lors de l'étude du projet, restée sans réponse. Elle devient de plus en plus pertinente avec l'évolution croissante du coût de l'énergie. Alors j'ai les chiffres, mais pour être tout à fait précis, c'était l'eau que vous aviez demandé. C'était le volume d'eau qui était employé qui était nécessaire pour... On avait demandé le budget global de... Moi je crois que c'est l'eau, enfin c'est pas grave. Je vais tout vous donner. Concernant donc les fluides, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, donc le bassin fait 90 mètres cubes, à 3,12 € le mètre cube, donc ça fait 280 €. Après l'électricité, donc il y a 2 pompes à chaleur. Pour la période du 15 avril au 8 septembre, donc 11 213 kW estimés, donc pour un coût de 1 938 €. Et la fermeture de la piscine est prévue pour le 22 octobre. Voilà. Et bien entendu, je le répète à qui veut l'entendre, Saint-Aignan et Brun nous ont copié et ont ouvert dernièrement. Oui, mais ils ont rempli quand même. Ils ont fait un exercice pompier et ils ont rempli l'eau avec la motopompe. Voilà ce qu'on peut dire sur les... voilà. Question suivante. Donc c'est juste pour, c'est presque plus pour informer les pèlerins qui nous écoutent. Pouvez-vous donc nous indiquer et communiquer aux riverains la date d'achèvement des travaux de finition du rond-point de la Cochère, éclairage, le stationnement vélo, les stationnements autrement, parking véhicule? Donc là, Jean-Luc Guillan. Oui. Donc une date définitive, je ne peux pas vous la donner exactement, hein, parce qu'il y a encore quelques finitions à faire. Bon, le plus gros a été effectué. T'entends pas, hein? C'est mieux? Non? Un peu plus fort? Comme ça? Ouais. Oui, donc une date définitive, je ne peux pas la donner officiellement, parce qu'il y a encore quelques finitions, et c'est surtout comment dire, au niveau des livraisons qu'on est tenu. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que l'éclairage de la zone de retournement a été fait vendredi dernier. Hein. Donc au personnel, il y a 3 mâts, avec 3 luminaires qui sont à poste. Au niveau de l'éclairage du rond-point, actuellement, c'est les éclairages qui étaient précédemment en poste et qui sont opérationnels pour l'instant. Les futurs mâts seront installés d'ici le mois d'octobre. Normalement, c'est prévu dans la 2e quinzaine d'octobre, avec donc remplacement des luminaires par des luminaires LED. Hein, il y aura 3 mâts. Il y a également, alors, il y a des poteaux en bois qui sont prévus au niveau du cheminement qui part du rond-point vers le grand chemin. Hein, sur le côté droit quand on remonte vers le grand chemin. Et il y a également des barrières en bois qui vont être installées de part et d'autre du muret qui est à l'entrée du grand chemin, hein, où il y a le petit cours d'eau qui passe en dessous, là, ainsi que des barrières à continuer entre la sortie du grand chemin et vers la rue de la Jaunet, hein, où là il y a un endroit où c'est creux, donc là il y a des barrières en bois avec un panneau bois qui sera installé au sol pour éviter que les enfants ou tout comme ça puissent passer par en dessous, puissent tomber par en dessous. Concernant les zones de stationnement, donc j'ai eu aujourd'hui la personne, M. Garot, qui s'en occupe, qui m'a envoyé un mail pour me dire que cette semaine, il a rendez-vous avec l'entreprise Charrier, qui va s'occuper des travaux, et dans la semaine, il me donnera le planning exact des travaux qui vont être engagés. Pour les box à vélo, cette même personne fait le tour des différents sites de Nantes Métropole pour voir s'il n'y a pas des parcs à vélo qui sont disponibles, hein, voire des parcs à vélo, on va dire un peu utilisés, en attendant d'avoir la commande des box à vélo
qui a été faite. Voilà. Bah, si j'ai répondu à votre question, tout. Oui, ça va. Ok. La dernière question. Pourriez-vous appuyer la demande de révision du plume remontée par de nombreux pèlerinais pour la simplification des aménagements en faveur de la lutte contre le changement climatique, à savoir des panneaux photovoltaïques, des toits blancs, accessoirement, puisque la question commence à se poser pas mal. C'est moi qui vais vous répondre. Alors, une procédure de modification et non pas de révision du plume est en cours de finalisation, la modification numéro 1. Et ça a donné l'occasion d'une enquête publique qui a eu lieu entre le 20 mai et le 20 juin dernier, avec présence dans la mairie, en mairie, de 2 enquêteurs. Alors, on a eu 4 visites lors de la présence des commissaires enquêteurs, une visite d'une personne de Saint-Jean-de-Boiseau et 3 autres visites de personnes qui s'inquiétaient de la constructibilité de leur terrain. Par contre, on n'a eu aucune remontée sur ce sujet justement que vous évoquez, sur l'installation de matériel pour l'économie d'énergie. Donc, lors des commissions passées, on a évoqué ces modifications. Il y en a une autre qui est en cours, puisqu'on démarre la modification numéro 2. Donc, je vous invite à vous saisir de ce sujet, justement, parce que ça fera l'occasion, effectivement, de remonter. Ça peut faire l'occasion de remonter pour faire avancer les choses. Sachez quand même qu'il existe une OAP, je vais le dire dans l'ordre, climat, air, énergie, qui est un document, en fait, un document d'urbanisme comme est le plume, en fait. Et dans cette OAP, je vous invite à aller voir, parce que c'est une somme, hein, mais notamment le chapitre 4, la partie 4, énergie pour une sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables. Vous avez notamment en page 24 des références aux panneaux photovoltaïques et en page 25 la déclinaison des autres sources d'énergie renouvelables. Alors, nous nous sommes emparés de ce sujet au service urbanisme et notre équipe s'est emparée du sujet parce qu'effectivement, on a eu quelques demandes, effectivement, notamment d'installation de panneaux photovoltaïques. Et on accompagne ces projets. Simplement, il faut que, c'est souvent le cas quand ça pose problème, c'est qu'au contraire, c'est pour ça que vous parliez des entreprises tout à l'heure, Monsieur Moussu, je pense que intuitivement ça va venir, parce que les gens vont rechercher ne serait-ce que le porte-monnaie, hein, ne serait-ce que faire des économies pour eux. Donc c'est déjà ça. Et là, on a il faut que à la fois cette installation soit efficace énergétiquement, ça c'est pas notre domaine, mais aussi qu'elle s'insère dans le bâti et dans le paysage. Alors il y a des petits trucs très simples, et c'est vrai que quand les pèlerinais concernés viennent nous voir, on discute et on trouve une solution. Parce c'est évident qu'on va avoir de plus en plus de demandes d'installation de matériel pour faire des économies d'énergie et pour rendre les maisons les plus autonomes possible. Ça, c'est sûr. Donc, soyez-en sûrs, on s'est saisi du sujet. Voilà. Comment ? Alors, les toits blancs, oui. Et d'ailleurs, le bâtiment de la Croix-Hubin aura un toit blanc. Voilà. Très bien, écoutez, c'est ainsi que se termine ce conseil. Je renouvelle encore mes excuses pour la qualité médiocre, voire très médiocre, voire inaudible de nos conversations. Et il est vrai qu'avec comme ça, on ne peut pas débattre, on ne peut pas s'entendre, c'est très désagréable. Voilà. Excusez-moi encore, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, bonne soirée.